Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h15 chaque 4e samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais tout ce qui a trait à l'univers de la blockchain est quelque chose qui m'inquiète et m'intéresse tout à la fois. Ce qui m'inquiète, c'est tout d'abord que cela parle d'une technologie à laquelle je ne comprends honnêtement absolument rien. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que le sujet a un petit côté sulfureux avec les différents scandales qui ont secoué l'univers des bitcoins. Ce qui m'intéresse néanmoins beaucoup aussi, car j'ai l'impression que nous sommes en plein Far West, c'est qu'une partie des équilibres du futur est en train de se jouer sous nos yeux. Alors pour essayer d'y comprendre peut-être un peu plus sur ce sujet, très compliqué pour moi en tout cas, j'ai décidé de m'adresser à un spécialiste de ce sujet pour qu'il nous en fasse un décryptage. Martin Della Chiesa, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant au cabinet de conseil Accuracy. Vous avez coécrit un livre qui s'appelle « La blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur » aux éditions Erol. Vous êtes enseignant sur les sujets de la blockchain à Sciences Po et à Dauphine. Donc, merci beaucoup de bien vouloir nous expliciter un petit peu ce sujet. Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on fasse quelque chose d'assez didactique pour les gens qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose, et que d'abord on essaye de voir dans une première partie d'émission quel est tout l'écosystème qui est en train de naître sur cette nouvelle technologie, à quoi elle sert, quelles sont les startups, où est-ce que ça se passe dans le monde. Et puis peut-être dans une deuxième partie qu'on revienne à notre économie française, à nos chercheurs d'emploi éventuellement, et comment ça va impacter notre quotidien dans les années qui viennent. Beau programme. N'est-ce pas ? Alors ma première question, c'est assez basique, c'est la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi en vrai ? De quoi on parle ? J'ai même vu à l'ESCP un petit déjeuner qui était tout savoir sur la blockchain. Donc c'est vraiment un sujet qui, je ne sais pas s'il fait encore polémique, mais qui intéresse et qui gratte ou qui pique. C'est un sujet qui picote, qui paraît effectivement très compliqué de prime abord. Il y a une citation d'un journaliste que j'aime beaucoup qui dit tout simplement la blockchain, c'est tout ce que vous ne comprenez pas sur la monnaie, couplé à tout ce que vous ne comprenez pas sur les ordinateurs. Bon, c'est bon, je suis donc au bon endroit, je ne m'étais pas trompé. Vous êtes au bon endroit, alors en même temps, c'est pas très rassurant ce que je viens de vous dire. En réalité, il faut reprendre la définition la plus simple et revenir aux fondamentaux. Oui. Et en réalité, c'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. Alors en vrai, c'est quoi ? Comme diraient mes enfants. Blockchain en anglais, chaîne de blocs en français, c'est tout simplement un registre. D'accord. Une base de données. Oui. Tout simplement. Donc une autre parmi d'autres bases de données. Une autre parmi d'autres bases de données, mais qui a la propriété suivante, qui est celle d'être distribuée. Là déjà, vous commencez à me perdre. Donc là, je vous ai perdu. Une base de données distribuée, ça veut dire que de façon très simple, si on est 4 dans cette salle, si cette base de données est centralisée, une personne détient cette base de données et les autres personnes lui font confiance pour comme la banque, pour saisir des informations, garantir que ces informations soient les bonnes et que dans 1, 2, 3, 4, 5 ans ou 10 minutes, on sera capable de me redonner mon information. De redonner exactement la même information avec le même niveau de véracité que celui qui était à l'origine de la transaction ou de toute autre chose. Bon. Une base de données distribuée, ça veut simplement dire qu'au lieu de confier cette base à une personne seule, eh bien, on va la copier-coller et la donner aux 4 personnes qui se situent dans la salle, de façon à qu'au même moment, tout le monde ait accès exactement au même niveau d'information et que donc la logique de confiance qui est déléguée à la personne dans le cas premier
soit transformée tout simplement dans une confiance mutuelle qui en réalité n'a plus besoin d'exister puisque chacun détient exactement le même niveau d'information. Bon. C'est-à-dire que dans la blockchain, je n'ai plus besoin d'avoir confiance en mon voisin. Concrètement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est une définition relativement technique. En réalité, quel est l'objectif premier ? Alors, on dit la blockchain, en réalité, c'est plutôt les blockchains. Je pense qu'on y reviendra volontiers longuement dans le cadre de l'émission. Donc, la première blockchain, c'est celle de Bitcoin. Mm-hmm. Donc, Bitcoin, avant d'être un actif sulfureux dont on fait souvent état dans la presse, plus pour sa volatilité ou des soi-disant versements illégaux ou blanchiment d'argent, c'est avant tout une technologie. Mm-hmm. Une technologie justement de base de données distribuée, de base de données décentralisée, qui permet en réalité d'effectuer des échanges de valeurs sur Internet de pair à pair. D'accord. Jusque-là, je vous comprends très bien et je vous en remercie. Sans tiers. D'accord. Donc ça, c'est absolument fondamental. C'est à la fois très simple dit comme ça, et très compliqué mais à très mettre profond. En œuvre, j'imagine. Ça existe déjà en réalité. Donc la mise en œuvre aujourd'hui de Bitcoin comme système en tant que tel n'est plus un sujet. Il y a un sujet d'adoption sur lequel on reviendra, je pense, dans la partie pour comprendre un peu comment on peut l'utiliser, etc. Mais la technologie aujourd'hui existe et fonctionne depuis 10 ans. D'accord. Donc on peut, sans aucun tiers, pas de banque, pas d'État, personne. Je fais une transaction avec vous. Faire une transaction de vous à moi, de moi à vous, en Bitcoin, qui est une nouvelle unité de compte créée sur Internet, sans aucun intermédiaire. D'accord. Tout simplement. En dehors du système bancaire traditionnel, en dehors du système financier traditionnel. De tout. D'accord. Et donc, d'un point de vue historique, économique, philosophique, c'est la première fois, non ? Ça, c'est une rupture absolument fondamentale. Dans l'histoire du commerce, le registre a une place prépondérante. Oui. Dans l'histoire même tout court avec un grand H, le registre a une place prépondérante. Les Sumériens ont inventé l'écriture pour des raisons de business, quelque part. Bien sûr. Donc pour enregistrer des stocks de blé, la comptabilité d'un certain nombre d'éléments pour être capable justement d'avoir une base de référence qui écrit tout simplement ce qui a pu se passer sur une période donnée. Bon. Ensuite, dans l'histoire, globalement, les moyens d'échange, les médias d'échange ont évolué avec le progrès technique. Bien sûr. Donc, vous inventez la métallurgie, vous créez la pièce d'or, vous inventez l'imprimerie, vous créez le billet, vous inventez la comptabilité en partie double, vous créez quelque part la banque et les mécanismes de compensation, etc., etc. Donc, plus le progrès technique évolue, plus les médias d'échange se transforment. Se sophistiquent également. Se sophistiquent et se transforment. Et en réalité, c'est la thèse de notre ouvrage, deviennent de plus en plus abstraits. Donc quand vous faites du troc, vous échangez un cheval contre du bois, c'est très concret. Vous connaissez la personne, elle est proche de vous. Plus le commerce se multiplie et plus les relations de commerce s'éloignent, donc évidemment avec la mondialisation, avec les marchands vénitiens, etc., plus cette réalité concrète de la connaissance de son voisin et de l'échange d'objets à un instant T, la coïncidence des volontés, devient compliquée. Bien sûr. Quand vous allez vendre des tapis en Asie en tant que marchand vénitien, vous ne connaissez pas les gens. Vous ne savez pas s'ils vont être fidèles à leur parole. Ils vont être fidèles à leur parole. Et par ailleurs, vous n'avez pas forcément envie de trimballer des pièces d'or dans un bateau qu'on peut vous voler. Donc vous allez quelque part augmenter le niveau d'abstraction des échanges en déléguant au fur et à mesure votre confiance à un tiers qui, lui, quelque part, va gérer par la centralisation et la puissance cette abstraction. Donc ça, c'est la thèse de notre livre. C'est toute l'histoire. C'est toute l'histoire. Bon. Le trait commun de toute cette histoire, c'est que globalement, je surrésume, je pense que si un vrai historien monétaire m'entendait parler, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, mais en tendance longue, je pense que c'est quand même ça. On observe un phénomène globalement de centralisation croissante des échanges et de la confiance pour pallier justement à cette abstraction également croissante du fait de l'éloignement des relations de commerce et du besoin de confiance dans un tiers central. Jusque-là, je vous suis parfaitement. Donc, Bitcoin en 2009... Qu'est-ce qui a généré l'arrivée de Bitcoin ? L'arrivée de Bitcoin, c'est la conjonction de deux facteurs. C'est
l'aboutissement des réflexions qu'on appelle crypto-anarchistes, hein, donc des années 80, 90, 2000, donc de penseurs hors État, hors contrôle, libertaires, un peu anards, mais au sens vraiment philosophique du terme, et qui ont vu dans l'Internet des débuts et dans la technique une possibilité de faire quelque chose de complètement nouveau. Un moyen d'affranchissement. D'accord. Donc ça, c'est un processus qui est assez lent et qui trouve, à la fin des années 2000, un écho extraordinaire, puisqu'il y a la crise. Je me rappelle très bien, par définition, et à mon avis, tous nos auditeurs aussi. Une crise de confiance. Et donc, la capacité de mettre en marché, entre guillemets, une telle technologie à ce moment-là, est vraiment un message assez fort. Donc, c'est la première fois dans l'histoire que le progrès transforme une crise, le média d'échange, avec cette notion de décentralisation. D'accord. Qui rompt le lien entre éloignement des échanges, abstraction et besoin de centralisation. D'accord. Voilà. Donc Bitcoin émerge il y a 10 ans. Bitcoin émerge il y a 10 ans. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là ? À partir de là, on rentre dans une phase plutôt de geek, pour le dire simplement. Donc plutôt de passionnés, d'abord très polarisés d'un point de vue idéologique. Donc réservé à certains milieux, effectivement au début... au dark web, bien sûr, puisqu'il y avait une forme d'anonymat de semi-anonymat en réalité, bien sûr. Mais bon, voilà, in fine, mais pas que. Et petit à petit, d'autres protocoles, donc d'autres technologies permettant ces échanges décentralisés ont vu le jour. Donc il n'y a pas une seule technologie, il y en a plusieurs. Il n'y a pas une seule. En réalité, il y en a des dizaines, il y en a même aujourd'hui peut-être des centaines. D'accord. Qui sont des dérivés, qui sont des alternatives, qui sont des compléments. D'accord. Mais il y en a énormément. Donc on a eu cette première phase qui a duré environ jusqu'à 2014-2015, où la technologie est restée relativement confidentielle et dont les cas d'usage applicables au business et entendables par le grand public étaient relativement limités. Et on avait Bitcoin, point. On avait Bitcoin, quelques autres protocoles, mais on était globalement sur des applications d'ordre monétaire. D'accord. Donc vraiment des échanges. L'idée de créer une monnaie qui soit native sur Internet et qui permette en réalité de poursuivre le grand projet d'Internet. Dans tous les domaines de l'économie. Mais avec les valeurs. Je comprends. Internet, on peut diffuser de l'information, mais on ne peut pas déplacer de l'information sans tiers. On a un problème de double dépense. Qui est le problème du copier-coller qu'on connaît tous. C'est que si je vous envoie un email en vous disant bonjour, je peux vous envoyer 50 fois le même email. Oui. On ne sait pas faire de couper-coller sur Internet. Si vous faites le petit ciseau, ça ne marche pas. Je comprends. Donc, c'est pas grave, puisque Internet, c'est la communication. Donc, si je vous envoie 50 fois bonjour, ça va peut-être vous énerver un petit peu, mais la valeur de mon message, qui est l'information qu'elle contient, restera intacte. Donc l'idée de la blockchain, c'est de résoudre ce problème de double dépense, donc du copier-coller, qui a détruit une bonne partie de l'industrie musicale, par exemple. Oui, copyright, etc. Bien sûr. Et livresque éventuellement aussi. Absolument. Et donc d'être capable sur Internet d'échanger des valeurs, mais sans avoir à se fier, comme on le fait encore aujourd'hui, à des tiers qui, selon les thèses des créateurs de ces technologies, accaparent une trop grande partie de la valeur, non pas parce que c'est mal, mais parce que la confiance qu'ils apportent a une valeur. Et pour apporter cette confiance, il faut une taille importante. Qui dit taille importante dit marge importante. Et qui dit marge importante dit potentiel de marge plus faible pour les consommateurs. Voilà, en quelques mots. Donc au départ, Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2014-2015 ? Vous dites on est passé de quelque chose en échange monétaire à complètement autre chose. Et il y a une deuxième vie, il y a une deuxième vie du Bitcoin, où il y a une deuxième vie de cette technologie. Absolument. Alors, à partir de 2014-2015, les projecteurs médiatiques se sont davantage concentrés sur Bitcoin et ces autres technologies. À cause de faillites, de spéculation En réalité, ce qui a longtemps drivé l'attention collective, qu'elle soit médiatique ou du grand public, c'est le cours je me souviens très bien. Le cours du Bitcoin qui s'est effondré complètement. Et de ces crypto-monnaies qui a explosé en étant à quasi zéro ou quelques centaines d'euros pendant des années
et qui est passé à près de 18 000 euros pour le Bitcoin au sommet du cours, je crois que c'était fin 2017. D'accord. Donc c'est vraiment la traction du cours, donc la demande croissante pour l'actif, l'unité de compte que constitue le Bitcoin, qui a généré vraiment cette vague d'intérêt. D'accord. Le vrai tournant technologique, c'est la naissance en 2015 d'Ethereum, donc qui est une autre blockchain, D'accord. une autre technologie, un autre protocole, qui a pour capacité, et je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais c'est vraiment fondamental pour comprendre la suite, d'inventer ce qu'on appelle les smart contracts. Donc on va plus loin que juste un moyen de paiement. On rend en fait programmables les échanges. D'accord. Donc je vais le dire en 2 mots. Vous pouvez prendre une phrase complète, je crois. Un smart contract, comme son nom ne l'indique pas, donc ce n'est ni un contrat intelligent. En fait, c'est simplement un morceau de code qui permet de programmer une transaction qui va s'enregistrer dans un registre blockchain, qui aura les mêmes propriétés que celles qu'on décrivait tout à l'heure, inaliénable, non attaquable par la censure, etc., mais qui va être programmable en fonction d'un certain événement. D'accord. Exemple, donc il pleut demain, ou pour donner un exemple très concret d'un cas qui existe chez AXA, un service qui s'appelle Fizi, si mon avion est en retard de plus de X heures, alors je serai compensé. Waouh. Donc ça ouvre un champ d'application qui est absolument immense. Ça fait un peu peur d'ailleurs. Ça fait un peu peur, mais c'est de rendre en fait toute l'économie programmable. Ça fait très peur. Ça fait très peur. Et donc, de passer d'une économie de l'offre, des gens qui offrent des produits, des gens qui achètent ces produits en échange d'un prix, à une économie de la demande où on va fabriquer un marché programmable où, de façon beaucoup plus horizontale qu'aujourd'hui, la demande va rencontrer son offre de façon programmable et l'ensemble de ces transactions vont venir s'enregistrer dans un registre décentralisé auquel tout le monde aura accès et évidemment à bien moindre coût. Donc ça, c'est la vraie révolution, entre guillemets, qui nous fait passer du monde d'avant 2015, où on parlait essentiellement d'applications purement monétaires, au monde stratégique, économique, de la multiplication des cas d'usage, aux applications dans l'économie traditionnelle, à l'émergence d'un certain nombre d'acteurs qui vont apprendre à coder sur ces technologies, qui vont développer des applicatifs qui peuvent venir se brancher par-dessus ces technologies et qui donc vont créer un foisonnement absolument extraordinaire en 2016-2017 de centaines d'initiatives qui ont conduit à une bulle qui s'est effondrée juste après, mais dont les fondamentaux technologiques ont continué à évoluer. Voilà. Quelles sont les applications absolument pratiques de ce second protocole ? Qu'est-ce qu'on a pu voir se mettre en place ces dernières années dans les applications de tous les jours, dont j'ai absolument, à mon avis, aucune idée à l'heure actuelle, et que j'utilise très probablement ? Pas sûr, justement. Pas encore. C'est la vraie limite aujourd'hui, le vrai enjeu de toutes ces technologies, c'est l'adoption. Pourquoi ? Pour 2 raisons en réalité. La première, c'est que les technologies blockchain sont vraiment des technologies fondamentales. Fondamentales au sens premier, c'est-à-dire philosophiques et technologiques, c'est-à-dire des technologies de sous-couche qui permettent de sous-tendre les échanges. D'accord. Pour le dire autrement, c'est par exemple dans les paiements, c'est SWIFT. Tout à fait. C'est des choses dont on n'entend pas vraiment parler. Ou un peu quand parce même, que ça fait longtemps. Bien sûr, oui. mais tous les jours, vous utilisez SWIFT, vous savez pas. Autre exemple, le protocole TCP/IP. Bon. Le nom me dit quelque chose, mais voilà ça s'arrête là. Typiquement, c'est le protocole qui permet d'envoyer des emails, etc. Bon, aujourd'hui, personne ne maîtrise ce qu'il y a dans ce protocole TCP/IP. Ce qui compte, c'est d'être capable d'envoyer un email. Donc, ce qui compte, c'est les applicatifs au-dessus de ces sous-couches qui permettent de faire le lien entre une technologie profonde et un utilisateur lambda et ou une entreprise. Bon. La blockchain étant une technologie récente, on en est encore globalement aux étages de la sous-couche. D'accord. Donc on est en train d'assembler les briques fondamentales de la fusée. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réacteur, on n'a pas vraiment d'habitacle dans la fusée. Donc toutes les applications qui consistent à aller plus vite que la musique, c'est-à-dire à créer des applicatifs très précis qui vont reposer sur une sous-couche qui n'est pas encore complètement stabilisée, globalement vont avoir du mal à trouver un écho. D'accord. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est également qu'il y a de façon assez claire une forme de conflit intrinsèque entre
le fait de développer une technologie décentralisée et le fait de promouvoir cette technologie. C'est-à-dire que Bitcoin, il n'y a pas de patron. Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. C'est un mythe? C'est un mythe ou c'est une vraie personne? C'est un nom, en tout cas c'est un pseudonyme. Oui. C'est une personne, un groupe de personnes. Oui, ma question c'était un ou plusieurs dont on ne sait rien. Et qui a créé une gouvernance complètement décentralisée. Donc c'est vraiment un ovni. Hors État. Hors État et au-delà d'hors État, c'est hors toute forme de gouvernance centralisée. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui entretiennent ces routes, qui sont en fait des autoroutes de l'échange de la valeur sur Internet, il n'y a pas de chef. Tout le monde peut contribuer en échange d'une récompense en Bitcoin. Les gens qui valident les transactions ne sont pas employés par l'entreprise Bitcoin. Les gens qui valident ces transactions mettent à disposition leur ordinateur pour valider cette transaction en échange de Bitcoin qui vont leur être donnés de façon automatique par le réseau. Donc on est vraiment dans une complète refonte de l'économie. C'est un Schumpeter absolu de l'économie. C'est très particulier. Alors, c'est tellement particulier que ça a du mal à vraiment sortir de terre pour inonder quelque part l'économie traditionnelle, bien sûr. Parce qu'il y a un moment où Facebook, globalement, ils ont quand même un patron, ils font du marketing, oui, tout à fait. Donc ils ont des intérêts commerciaux, etc. Donc par essence, il y a une proximité avec le consommateur qui est beaucoup plus forte dans une entreprise centralisée que dans un protocole décentralisé, libertaire, dont les fonctions initiales et les objectifs ne sont absolument pas les mêmes, mais qui donc nécessairement ralentissent l'adoption. Ah mon Dieu, ça fait plein de choses possibles pour notre avenir. Ce que je vous propose peut-être, c'est une pause musicale avant de continuer cette émission. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui. C'est quoi la blockchain avec notre invité Martin Della Chiesa. Martin, vous nous avez parlé de l'historique de la blockchain, des différentes phases de son historique, même si c'est une technologie assez jeune. Est-ce qu'on peut raccrocher maintenant cette technologie à la vraie économie et à ce qui se passe tous les jours? À la fois peut-être dans une première partie il y a un nouvel écosystème économique qui s'est créé autour de la blockchain et on en parle tous les jours dans la presse. Qui sont ces millionnaires? Quels sont les enjeux? Quel nouveau métier ça a créé? Quel nouveau rapport peut-être? J'ai l'impression, quand je vous écoutais tout à l'heure, qu'il y a une sorte d'ubérisation, sans mauvais jeu de mots, de tous les travailleurs autour de la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire et comment y participer si on a envie de faire partie de ce Far West? Puis peut-être dans une deuxième partie, pour les gens qui n'ont pas envie de s'y risquer, dont moi par exemple, comment ça va nous affecter? Alors, je pense que dans votre question, il y a deux sujets. Donc, il y a le premier sujet que je vais volontairement mettre un peu de côté, qui est le sujet des fortunes. Alors, aujourd'hui, les plus grosses fortunes ne sont pas fabriquées par des gens qui ont forcément inventé des choses. C'est des gens qui ont exploité? C'est plutôt des gens qui ont investi très tôt dans Bitcoin ou dans d'autres crypto-monnaies et qui ont fait fortune par la multiplication des cours sur des paris, entre guillemets, boursiers. D'accord, donc ce sont des traders. Ce sont des traders, alors soit des traders, soit des gens assez courageux en fin de compte qui ont des convictions de long terme sur où va l'économie, où va la monnaie, etc. et qui très tôt ont cru en Bitcoin. Et ont mis des montants importants. Donc, je peux donner une petite anecdote avant de passer à des sujets plus structurels, mais qui sont quand même assez édifiants. C'est les frères Winklevoss, qui, pour rappel, ont gagné un procès face à Mark Zuckerberg, qui se sont fait déposséder de Facebook, ce qu'on voit bien dans le film, dans le fameux film, exactement, tout à fait. Pour les gens qui l'ont vu. Donc eux, très tôt, ils ont cru en Bitcoin et ils ont investi une partie significative de la claim qu'ils ont touchée du procès contre Facebook dans Bitcoin. Et ils ont fait une fortune colossale avec ça. Ils ont mis des dizaines de millions de dollars. Ils ont quasiment mis la totalité de leur claim. Donc il y a à la fois un peu de chance et un pari boursier qui peut être vu comme un truc un peu de joueur de casino, mais en même temps, il faut quand même les mettre. Et je suis d'accord. Et quand on se dit que c'est deux personnes qui ont plus ou moins co-créé Facebook, qui quelques années après ont senti un peu le vent sur Bitcoin, globalement, il y a quand même pas de fumée sans feu. Ils n'ont pas fait ça par hasard ou par un coup de chance. Pas trop par hasard. Je pense qu'il y a quand même une vraie compréhension des tendances de long terme
de la façon dont les gens interagissent, où va l'économie, etc. Donc c'est un pari financier quelque part. Donc, je comprends. Je le mets de côté pour la suite, puisque c'est pas forcément le plus structurel pour ce qui vient. Bien sûr. Mais ça peut quand même être un peu amusant. Et puis aussi, oui, bien sûr. Voilà. Anecdotique, tout à fait. Alors, il y a une vraie question à laquelle on a essayé de répondre dans notre livre, et qui, moi, est mon métier de base, hein, au sens non péjoratif, mais mon cœur de métier. Votre quotidien. Mon quotidien, donc, qui est la stratégie d'entreprise et la finance d'entreprise. Donc, nous, notre métier, c'est d'expliquer des choses compliquées de façon simple à des gens qui ont moins de temps que nous pour traiter ces sujets. Donc, la première des choses qu'on a regardées, c'est qui fait quoi, en fait. Donc, au début, quels sont les opérateurs pour faire quoi? Quels sont les opérateurs, qui gagnent de l'argent, pourquoi voilà. Donc, au début, quand on réfléchissait à ce sujet, en vérité, on comprenait rien, puisque il y a des dizaines d'acteurs qui sont de nature, de toute taille, de toute géographie, de nature très différente, et donc c'est très compliqué d'y voir clair. Bon, la première conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'il y a vraiment deux univers. Il y a l'univers des blockchains elles-mêmes, donc du socle technologique, donc de la programmation, et vraiment de l'industrie décentralisée. D'accord. Donc Bitcoin, Ethereum, qui ne reposent pas sur des modèles d'affaires tels qu'on les connaît, avec un passif pour les financiers, donc des actions et des dettes qui financent un actif économique, mais vraiment une autre forme d'organisation décentralisée. D'accord. Qui est le fondement de Bitcoin et des blockchains à la base. Et en réalité, on a vu naître un certain nombre d'acteurs centralisés, en réalité, dont le métier est d'intermédier, paradoxalement, les échanges ce qui n'est pas intermédiable, c'est ça? Voilà, vous, moi, et ces fameux protocoles. Pour les rendre plus faciles ou plus pour les rendre plus faciles, au grand public? Pour donner l'accès au grand public à ces fonctionnalités. Et donc, paradoxalement, je ne crois pas à la thèse de la disparition totale et absolue des tiers de confiance, mais plutôt à l'émergence de nouveaux intermédiaires. D'accord. Qui seraient moins chers, qui seraient plus décentralisés aussi eux-mêmes ou différents. Je vais donner deux exemples d'industries qui aujourd'hui accaparent une grande partie de la valeur de cet écosystème. Oui. Les nouvelles bourses, donc les plateformes d'échange. Oui. Donc c'est plus Nasdaq, c'est pas Euronext, c'est Coinbase par exemple aux États-Unis ou Kraken en Allemagne, qui ont des valorisations importantes, ou d'autres acteurs qui ont des échanges importants, qui ont des volumes extrêmement importants. Coinbase aujourd'hui a plus de 20 millions de clients. D'accord. Donc ils se connectent sur sa plateforme pour échanger des dollars contre des bitcoins, pour échanger des bitcoins contre des ethers, pour échanger des litecoins contre je ne sais pas quelle autre crypto-monnaie. D'accord. Et qui donc aujourd'hui sont des bourses et prennent des frais de 2-3%. Donc là, il y a quand même un paradoxe entre le fait de rendre plus liquide et plus horizontales les échanges de valeur et en même temps de prendre des marges centralisées qui sont probablement plus importantes que celles des acteurs qui existent aujourd'hui. Bon. Ça c'est naturel, il revient au galop. Exactement. Donc les valorisations de ces sociétés aujourd'hui sont très importantes. Alors il faut faire attention, les valorisations sous-jacentes aux dernières levées de fonds. Donc, ce qui veut pas forcément. On a vu ce qui apparaissait sur quelques levées de fonds dernièrement. On a vu ça sur WeWork. Par exemple, je voulais citer personne, mais vous avez raison. Tout est public. Donc je suis d'accord. Voilà, donc ça ne veut pas forcément dire qu'une valeur annoncée, une valeur sous-jacente d'une levée n'est pas forcément une valeur intrinsèque. C'est deux choses différentes. Il y a prix, valeur. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas l'objet de l'émission. Mais 8 milliards pour Coinbase. Oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est pas ridicule. Donc c'est beaucoup. Mais en même temps, ils ont 20 millions d'usagers et ils font des centaines de milliers de transactions par jour sur ces nouveaux actifs. Bon. Donc ça, c'est les premiers acteurs. Donc les plateformes qui sont des nouvelles bourses pour ces crypto-actifs, crypto-monnaies, bitcoin, etc. Deuxième série d'acteurs qui est assez intéressante et qui fait couler beaucoup d'encre, ce sont ce qu'on appelle les mineurs. Oui. Les mineurs de Bitcoin. Bien sûr. Donc là, c'est la ruée vers l'or digital. Oui. Donc cet or digital étant le Bitcoin notamment. L'objet étant de valider en fait les transactions du réseau Bitcoin. Oui. Donc comment on valide une transaction dans le réseau Bitcoin, sachant qu'il n'y a pas de tiers central, qu'il n'y a pas de patron, qu'il n'y a pas d'organisation. Il faut en fait que le réseau
c'est un problème de coordination, tout simplement, se mettent d'accord pour dire que la transaction a ajouté dans le registre Bitcoin est la bonne transaction et que le registre est bien vrai à la date à laquelle il est considéré et qu'ensuite ce registre va bien être partagé entre l'ensemble des ordinateurs du réseau. Bon. Donc comment on fait ça ? Globalement, il y a un vrai problème parce que pourquoi quelqu'un irait faire un travail qui est celui de valider une transaction, donc de vérifier qu'elle est bien correcte, que vous avez bien les fonds, etc., sans rémunération. Oui, surtout que c'est un travail qui n'est pas forcément hyper passionnant, a priori. Un travail qui n'a... Enfin, c'est pas... Il n'y a aucune fabrication de capital humain, ou Exactement. C'est quelque part, c'est basique. Donc, il y a une compétition qui est créée, en fait, par le code lui-même, par le protocole, qui vient rémunérer dans l'unité de compte du Bitcoin les personnes qui acceptent de faire ce travail de vérification et donc d'engager un certain coût pour montrer qu'ils ne vont pas mentir. Donc en fait, et ça c'est très important parce qu'on entend beaucoup que Bitcoin a un problème de scalabilité, donc un problème d'échelle, que Bitcoin est très coûteux, qu'il faut beaucoup d'électricité, en énergie, etc. En plein de choses, oui, tout à fait. Tout ça c'est fabriqué par le protocole. D'accord. C'est le coût de la décentralisation. C'est-à-dire que pour qu'un individu soit incentivé à ne pas frauder, il faut que le coût de la fraude soit trop important. Je comprends. Et donc pour ça, il faut que la quantité d'énergie qui est artificiellement dépensée pour valider la transaction soit suffisamment importante pour que la coordination entre ces acteurs ne puisse en réalité pas être opérée et qu'une personne seule ne puisse pas prendre le pouvoir sur les autres. Bon. Je comprends. Donc ça, en fait, c'est devenu un métier. Le métier de mettre à disposition un ordinateur. Ça fait partie des nouveaux métiers créés par cette nouvelle économie. De puissance électrique en échange d'une rémunération en Bitcoin. D'accord. Donc ça, c'est une industrie qui est née, pas en France, très peu. Il y a des acteurs français, BitBlock Data Center par exemple à Nantes, mais en France, c'est pas rentable. J'imagine. Pourquoi ? Parce que l'électricité est trop chère. Et puis il fait globalement trop chaud. Je comprends. Puisque c'est des ordinateurs, donc il faut les refroidir. Donc, ces activités ont lieu au Canada, ont lieu en Islande, ont lieu en Géorgie, ont lieu au Kazakhstan, dans des pays où l'électricité n'est pas chère et où la température extérieure est de nature à éviter d'installer des systèmes de climatisation. Compris. Et également en Chine. Dans des pays, globalement, où l'électricité est en abondance, dans certaines zones. Parfois en excess power, donc des barrages au Kazakhstan qui produisent trop d'électricité par rapport à la demande. Et comme on ne sait pas transporter l'électricité, le meilleur moyen de transformer en valeur cette électricité perdue, entre guillemets, c'est le minage de Bitcoin. Donc là, il y a des géants qui sont nés avec des histoires un peu sulfureuses, mais qui arrivent à s'institutionnaliser pour certains, comme Bitfury, par exemple, qui est un acteur très important, qui a levé des fonds très importants, notamment auprès de fonds d'investissement français. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. D'accord. Vous avez également tous les acteurs qui œuvrent dans le développement, donc la programmation, la technologie, donc qui vont soit participer à l'amélioration des systèmes existants, soit accompagner des entreprises ou des institutions dans leur transformation numérique en faisant usage de ces nouvelles technologies. Donc ça, ce sont des cabinets de conseil en informatique. Alors, il y a effectivement des cabinets de conseil en informatique qui sont soit des anciens qui se sont mis sur ce segment, IBM et autres, soit des startups, des new players, il y en a beaucoup, soit un mélange des deux. Soit des petites équipes qui se forment et qui travaillent sur un sujet très particulier. Hier, il y a eu une annonce très importante pour une équipe française de très haut niveau qui s'appelle A5, qui travaille sur le développement des surcouches de Bitcoin, qui s'appelle le Lightning Network. Donc en réalité, faire de Bitcoin un système de paiement. Ils travaillent que là-dessus. Il s'appelle A5. BPI France et d'autres fonds d'investissement ont investi 7 millions dans cette société française, qui est une très belle société et dont le métier et de faire ça, de développer pour améliorer, etc. Donc ça, c'est les 3 exemples, je pense, qui sont intéressants pour comprendre un peu vraiment de nouvelle économie, les gens qui programment et qui améliorent, qui facilitent, les nouvelles bourses, qui garantissent l'échange. Les gens qui garantissent l'échange et les gens qui vont extraire ces nouvelles valeurs en validant les transactions sur ces protocoles décentralisés. Puis après, donc ça, c'est le nouvel écosystème. Mais après, ce nouvel écosystème, il vient bouleverser l'ancien écosystème, qui est le nôtre ou celui d'avant 2008. Comment ça se passe,
Cohabitation. Ça se passe pas toujours très bien. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire que si vous voulez, Bitcoin et le monde tel qu'il existe aujourd'hui, c'est un peu la rencontre du troisième type, quoi. C'est que vous avez globalement un ovni qui arrive et à qui, toute vitesse en plus. À toute vitesse et qui globalement est orthogonal à tout ce qui existe. D'accord. Orthogonal, donc le système est centralisé globalement. Oui, complètement. Les États représentent une forme de puissance publique. L'émission de la monnaie est complètement centralisée au niveau des banques centrales. Les échanges sont intermédiaires et la régulation est organisée autour de tout ça. Oui. Donc, faire émerger un protocole qui permet d'échanger des valeurs de façon décentralisée, complètement hors sol, avec une trajectoire monétaire programmée par un code, etc., c'est quelque chose qui est complètement à côté du système. Ouais. Donc, petit à petit, cette distance au système existant se réduit. Surtout si les coûts sont inférieurs et donc a priori les gens de l'autre économie, c'est-à-dire celle que je connais, doivent être quand même un peu intéressés. Parce qu'il y a des sous-jacents financiers à un moment donné quand même. Exactement. Donc on a un double mouvement. On a à la fois l'écosystème lui-même qui se qui se décharge un petit peu, qui devient un peu plus régalien, de façon au sens physique du terme, d'un certain nombre d'électrons. Un peu philosophico, crypto-anarchiste, etc. Donc Ethereum est déjà beaucoup moins ancré dans cette logique-là. Des morceaux de technologie de Bitcoin, d'Ethereum, etc. sont récupérés pour en faire des systèmes plutôt B2B, donc qui vont être assez utiles pour un certain nombre d'acteurs et qui vont pouvoir récupérer ensuite ces morceaux de technologie. C'est ce que font les banques avec des protocoles comme R3, etc., où on va réduire le scope de personnes qui utilisent le registre de façon à recréer des environnements de confiance. Et donc, il y a un double mouvement à la fois d'arrimage de l'ancien système, d'une partie de l'ancien système au nouveau, et d'adaptation du système tel qu'il existe pour qu'il soit ces nouvelles réalités par des grands anciens. Exactement. Oui. Donc la régulation française évolue sur les ICO, sur les échanges de crypto-monnaies, sur le fait de représenter des actifs de toute nature par des tokens, etc., etc. Donc les deux économies fonctionnent en parallèle pour l'instant. Pour l'instant, en parallèle, avec une forme de convergence, mais pas simple et qui ne se fera pas à court terme. Martin, je vous remercie pour ce très beau décryptage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain